suis la conservatrice du département Océanie au Musée d'ethnographie de Genève depuis beaucoup d'années, depuis le millénaire passé. Donc, on venait de se dire avec Michel, je suis arrivée le 1er septembre 1999, donc ça fait longtemps. Et puis, je suis aussi la commissaire scientifique de l'exposition. Il y a eu aussi un commissaire artistique qui maintenant est parti à la retraite, qui est le photographe du musée, qui est l'auteur de ces photos que vous pouvez voir sur cette paroi. Alors, je suis vraiment contente de vous accueillir ici, parce que cette exposition, en plus, montre aussi un désir qu'on retrouve déjà depuis plusieurs années dans les musées d'ethnographie, de déconstruire notre histoire, de comprendre comment certains préjugés se sont constitués, et parce que le musée, c'est aussi le lieu où certains préjugés ont été créés. Alors, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut je ne suis pas quelqu'un qui soutient la cancel culture. Je pense qu'il ne faut pas effacer, mais il faut déconstruire et faire comprendre comment les idées se sont construites. Alors, là, on est dans une exposition qui s'appelle Rencontres, qui vient d'ouvrir au mois de novembre. C'est une exposition qui n'est pas née comme une exposition, mais elle est née comme un projet. En 2019, je suis allée en Australie pour participer à des conférences, mais aussi pour entrer en dialogue avec la communauté Milingimbi, donc c'est une petite île qui se trouve au nord de l'Australie, pour discuter de l'éventuelle restitution de deux crânes qui se trouvent dans le musée. Donc, comme vous le savez, la question de la restitution d'objets et de restes humains est une question vraiment centrale aujourd'hui dans les musées, et c'est une question à laquelle on ne veut pas substraire. Donc je suis allée, et les négociations continuent, non pas parce que le musée ne veut pas restituer ces restes humains, mais parce que la communauté de Milingimbi doit décider qui est le clan qui va être en charge de ces restes humains. Mais voilà, je suis revenue de cette conférence et de ces rencontres avec les communautés aborigènes, avec beaucoup d'idées, beaucoup d'intérêt. Et puis, surtout, j'ai pris connaissance de deux catalogues et de deux expositions qui avaient eu lieu dans le passé, dans lesquelles on demandait à des aborigènes, par exemple, d'entrer dans la collection et de choisir un objet de la collection et de se faire photographier et de dire ce que cet objet était. Et la même chose, je l'ai vu faire en Nouvelle-Guinée. Il y a des collections qui sont rentrées depuis l'Australie. Et puis, il y avait des personnes qui travaillaient, des employés du musée, qui choisissaient des objets. Mais ils n'avaient pas choisi des objets, des chefs-d'œuvre. Ils avaient choisi aussi des objets apparemment humbles. Mais les histoires derrière, et surtout le regard qu'il y avait de reconnaissance avec ces objets, c'était très important. Je suis revenue, j'ai parlé avec beaucoup de mes collègues, surtout avec le photographe, et je me suis dit, mais en effet, nous, les conservateurs, on choisit les objets dans les expositions. On choisit le propos, qui à certaines époques est aussi des propos racistes. Hein? Aujourd'hui, heureusement plus. Mais c'est toujours le musée qui choisit. Et si c'était les personnes de la communauté qui choisissaient, quelle est l'histoire qui nous raconterait? Donc, je me suis dit, bon, il y a un copain, George Nuku, le monsieur Maori là, qui est derrière le jeune homme, qui venait à Genève pour une exposition, on le connaît depuis 20 ans, j'ai dit, ok, on va essayer avec lui de voir. Hein? Alors, et petit à petit, le projet s'est construit. Donc, l'idée de cette expo est 12 personnes, moi j'aurais voulu beaucoup plus, mais l'espace, il n'est pas très grand, donc 12 personnes issues de communautés du monde entier, qui choisissent un objet des collections du MEG, un objet qui vient de leur communauté ou d'une de leurs communautés d'origine. Ils le choisissent, ils se font photographier avec l'objet pour montrer la relation qu'il y a avec cet objet, mais également ils se présentent, ils disent ce qu'ils sont, qu'est-ce que c'est l'objet et qu'est-ce que cet objet représente pour eux et quelle est l'histoire qu'ils veulent raconter. Et puis qu'ils donnent des suggestions pour le musée. Alors, petit à petit, la chose s'est construite comme ça et c'est devenu une exposition. On a contacté des personnes, parfois des personnes qui étaient de passage ou qui habitaient à Genève, mais aussi des personnes qui viennent d'autres continents. Et puis, moi, j'avais souvent entendu parler de Kanyana Mutombo,
comme d'une personne qui était contre le musée d'ethnographie. Tu corrigeras si je dis. Hein? Parce qu'au fur et à mesure que commençait à travailler avec les personnes, hein, donc vous voyez une photo, un objet, un vidéo, un mot-clé, mais derrière ça, derrière chaque entretien, il y a eu beaucoup de travail pour faire comprendre à la personne le projet, voir si la personne acceptait de participer, mais aussi pour faire comprendre, pour la faire réfléchir sur le fait que, le propos devait être d'intérêt aussi pour les autres. Hein. Parce que si je vous raconte que moi, je choisis un objet parce que ça me rappelle de mon grand-père, qu'est-ce que vous en avez à cirer de ça? Mais si je parle de la relation avec mon grand-père comme de quelque chose qui peut parler aussi aux autres, c'est là que ça devient important. Donc, au fur et à mesure qu'on avançait, les gens nous parlaient très bien du musée, qu'on s'était bien occupé des objets. On s'est dit avec Jonathan, mais on va quand même prendre quelqu'un qui va un peu nous fouetter. Parce que le musée doit être un lieu de dialogue. Hein. Et puis, je me rappelle que tu étais venu peut-être la première fois, le moment où il y avait une conférence de Felwinsar. Je t'ai proposé immédiatement parce que je me suis dit, il faut que je le chope, hein, je ne sais pas quand je vais le voir une autre fois. Je lui ai proposé le projet et Kanyana a accepté immédiatement. Et je trouvais ça fantastique, je te le dis toujours, parce que quelqu'un qui est capable de ne pas venir dans un endroit pendant 50 ans et puis d'entrer en dialogue avec ce lieu, cette entité, c'est quelque chose de vraiment très, très, très important. Alors là, vous voyez, il y a 12 histoires différentes qui sont racontées, mais que finalement sont des histoires qui nous parlent pas simplement de la Nouvelle-Zélande ou de la Patagonie, mais qui nous parlent de relations de pouvoir, de dépossession, de relations de soumission, de préconcepts. Et ça, c'est quelque chose qui sont très importants. Alors, comme le racisme anti-noir est le point d'entrée de notre rencontre d'aujourd'hui, il faut que je le dise, on est bien conscient que le musée est aussi un des lieux où ces préjugés ont été pas simplement créés, parce qu'ils étaient déjà dans l'air depuis des siècles, mais où ils ont été légitimés. Il y a eu des théories bien précises qui ont légitimé la supériorité d'une race. Je mets des guillemets parce que voilà, qu'est-ce qu'est une race? Ce sont des constructions mentales. Hein. Cette supériorité et infériorité de certains groupes a été légitimée dans les universités et dans les musées, parce qu'autrefois, l'anthropologie se faisait aussi dans les musées. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que si on comprend comment un concept a été construit, on peut aussi le déconstruire. Parce qu'on le sait très bien aujourd'hui que tous ces concepts de hiérarchie des races ont été créés pour justifier la colonisation, pour se donner la bonne conscience. Hein. Je me rappelle encore d'avoir lu il y a 30 ans un livre qui disait « On en fera des bons Français » par rapport à la migration française. Et voilà, donc, disons que je trouve très important de comprendre comment les idées se sont constituées. La première école d'anthropologie, c'est l'évolutionnisme au milieu du 19e siècle. Et c'est là aussi que beaucoup de musées ont commencé à être créés. Et c'est une école de pensée qui s'est inspirée beaucoup de la théorie de l'évolution de Darwin. Donc l'idée, c'était que comme les espèces naturelles, les espèces animales, aussi les sociétés passaient d'un degré de complexité de sociétés moins complexes à des sociétés plus complexes, et qu'on pouvait les ordonner sur une échelle. Donc c'est là, quand encore aujourd'hui on entend parler de sociétés primitives, ça vient de là. Ça vient de cette théorie qui disait que toutes les sociétés passaient du stade de primitif, de la sauvagerie à la barbarie, à la civilisation. Il n'y avait qu'une civilisation. Après, bien sûr, ce sont des constructions sociales. Moi, je me rappelle, en 2017, j'ai organisé une exposition sur l'Australie. Et j'avais collaboré avec un artiste aborigène
fantastique, Brooke Andrew, qui a trouvé une façon très très simple pour décrire ça et le déconstruire. Il a écrit sur un mur une vingtaine de fois you, parce qu'il parle anglais. Et puis à côté, c'était des fois tu et des fois vous. Donc, et puis dans sa langue aborigène, il y avait une vingtaine d'expressions différentes pour dire ce que les Anglais disent you. Quelle est la langue primitive? Peut-être l'anglais qui n'est même pas capable de faire la différence entre vous et tu. Donc, c'était une belle réflexion parce que expliquer que finalement, c'est facile. On prend son point de vue et puis on dit tout ce qui est selon mon point de vue est juste et ce qui est différent ne l'est pas. Bon, voilà. Tu peux intervenir quand tu veux. Hein? Peut-être aussi pour parler de ton expérience et de l'objet que tu as choisi. Oui, très, très brièvement, on vous a bien livré une partie de la problématique, c'est-à-dire moi quand je vois un musée, avant que j'entre ici, la seule envie que j'avais c'était d'y mettre le feu. Et donc j'ai... T'as pas de briquet maintenant, non? Non, après avoir... J'ai dépassé le cap parce que l'évolutionnisme est passé par là peut-être. J'ai évolué et puis j'ai plutôt le feu en moi. Quand je vois un musée, c'est-à-dire je me dis qu'est-ce qu'on pourrait transformer à cette bâtisse qui est là avec des objets dont on ne sait pas vraiment d'où ils viennent et puis qui ont été amenés ici à travers évidemment après des guerres, après tout ce qui a été entraîné, un pillage de ces biens, etc. Et donc, mais en tout cas, le fait d'éviter un lieu, parce que c'est un lieu où est enfermé l'esprit, l'âme de nos ancêtres, à travers des objets, mais aussi à travers, comme tu l'as bien dit, les restes humains qui sont encore dans ce musée. Et à côté, à l'université, on ne sait pas très bien à quoi ça sert de garder aujourd'hui des restes humains qui datent parfois de plusieurs décennies, voire siècles. Mais c'est là où on rejoint aussi toute la question de la biologisation de l'homme, c'est-à-dire à une certaine époque, les êtres humains étaient, pour les connaître, étaient disséqués, etc. Et il a fallu disséquer aussi des êtres dits primitifs pour voir s'ils étaient constitués à l'intérieur autrement, etc. Bref, en tout cas, la première fois que je suis entré ici, et la première fois où j'ai envisagé de pouvoir travailler avec un musée, c'est parce que voilà, le musée vient à ma rencontre. Moi, je n'ai peur d'aucune rencontre, je suis toujours ouvert aux rencontres. Je sais comment réagir si voilà, on me marche sur les pieds. Mais là, c'était une invitation voilà, à venir discuter. Est-ce que je peux m'insérer dans ce projet de rencontre? Je dis oui, c'est un projet qui me parle. Et il s'agissait comme Roberta l'a dit, de choisir un objet, soit parce qu'il vous parle, soit parce qu'il est de la même origine que vous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. J'ai cherché un objet, j'en ai trouvé un de mon ethnie, les Luba, en RDC. Et tout d'un coup, il y a un sentiment qui m'a habité de désarroi. Parce que j'ai une histoire coloniale avec moi, c'est-à-dire, voilà, je suis un pur produit de la colonisation. Et évidemment, les objets d'art ou les objets culturels, etc., n'avaient aucun sens pour moi parce qu'il fallait être civilisé. Donc, ce n'est pas quelque chose. On ne se valorisait pas par rapport aux copains et copines à travers ces objets. On se valorisait à partir des objets qui nous étaient transmis à l'école par l'enseignement, par tous les exemples, etc. Alors, je me suis dit, mais
voilà, j'ai choisi un objet, comment est-ce que je lui parle? Parce que c'était une statuette d'une femme qui porte un bol, comme si elle faisait une offrande. Bon, d'autres pourraient aussi interpréter ça comme si, voilà, c'est une femme soumise qui apporte de l'eau à son mari, etc. Mais moi, tout de suite, j'ai vu l'offrande, et l'offrande à qui? Non pas au mari qui peut aussi aller se servir, mais l'offrande aux ancêtres. Parce que c'est aussi une interprétation, peut-être je me suis trompé, mais en même temps ça m'a mis dans un désarroi où je me suis dit, mais comment est-ce que je parle à un tel objet? On ne m'a jamais appris à parler à ces objets. Comment est-ce que je leur parle? Et qu'est-ce que je leur dis? Je leur parle dans quelle langue? Et moi-même je me présente comment? Avec mon prénom chrétien ou avec mon prénom dit traditionnel, etc. C'est des questions tout d'un coup qui ont habité mon mental, et je pense que jusqu'à aujourd'hui, je me pose toujours la question de savoir est-ce que j'ai bien parlé à cette femme sous cette figure de cette personne qui donne une offrande. Et c'est une question qui va m'habiter, je crois, pendant longtemps, parce que étant donné que je ne sais pas comment on parle à ces objets, et bon, depuis la Suisse, même s'il y a le téléphone avec le village, je ne sais pas, un jour, il faudra que je leur pose la question, mais comment est-ce qu'on parle? Comment est-ce qu'on peut parler à ces objets? Parce qu'on voit de plus en plus ce phénomène de restitution qui commence à se mettre en branle. On commence à restituer des objets, comme les objets sont des objets de culte, hein. Les artistes africains ne faisaient pas, ne travaillaient pas ces objets pour leur beauté, etc. Mais ils voulaient faire aussi quelque chose de beau, qui puisse être accepté par la communauté. Mais ce n'était pas le but premier. Et donc, c'est quand même très important de pouvoir savoir comment nous pouvons nous adresser et comment nous pouvons nous comporter aussi à travers ces objets. Parce qu'avec le phénomène de restitution, qu'est-ce qui va arriver? On a vu au Bénin, on a construit là aussi une bâtisse où on a enfermé cette âme des ancêtres. Est-ce que c'est la meilleure manière de pouvoir répondre à cette rencontre? Je ne pense pas. Il faudrait vraiment qu'il y ait un dialogue sous nos chaumières africaines pour qu'on puisse apprendre à n'importe quel âge comment nous adresser, comment parler à ses ancêtres. Voilà, je m'arrête là. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à participer à cette exposition. Même si j'avais aussi des réticences, je me dis, mais quand les gens vont venir me voir, quand ils vont tomber sur moi, mais ils vont se marrer, etc. Mais voilà, c'est des questionnements que j'ai voulu partager avec vous, et peut-être vous avez aussi les mêmes questionnements en vous, mais ça fait partie d'une, comment dire, ouais, une sorte de renaissance en soi, en nous. Et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Sinon, je vous invite à profiter de cet instant pour faire la rencontre avec toutes les personnes qui ont pu aussi dépasser certaines réticences pour accepter d'entrer dans cette dynamique proposée par le musée, et que personnellement je ne regrette pas. C'est une expérience qui m'a rempli de beaucoup de choses, beaucoup d'énergie. Et les questionnements, ça énergise aussi. Moi, je veux juste peut-être ajouter quelque chose. D'abord, c'est que moi, ce que j'aime beaucoup aussi de cette exposition, c'est que, bon, vous direz, c'est clair que j'aime l'exposition, mais je pense que ça, c'est une chose qui donne à réfléchir. Parce que moi, je ne crois pas au musée comme lieu simplement pour se détendre. Pour moi, le musée doit être un lieu de réflexion. Parce que la réflexion, elle détente aussi. Comme tu disais, les projets, les idées énergisent. Hein. Et pour moi, une des choses importantes, c'est de se dire que
nous devons toujours nous rappeler que derrière les objets qui se trouvent dans le musée, il y a des personnes qui les ont faits, qui les ont échangés, et puis il y a aussi des personnes, des communautés aujourd'hui qui souhaitent se reconnecter avec ce patrimoine dispersé. Et pour moi, c'est vraiment une sorte de memento. Il y a des personnes, ce ne sont pas que des objets, certains objets, comme tu dis, comme on leur parle, sont considérés comme des êtres vivants, mais c'est aussi que derrière, il y a des personnes. Et puis, tu mentionnais aussi la question des restes humains. Pourquoi les restes humains sont dans les musées encore aujourd'hui? Il n'y en a pas énormément, je dois dire, hein, mais c'est encore une question très ouverte. Mais nous, on travaille aussi beaucoup avec, pour reconnecter avec les communautés et pour les restituer. Mais ce ne sont pas des paquets qu'on envoie, il faut des négociations. Mais souvent, je dois dire que le musée d'ethnographie n'est pas un lieu qui n'est pas prêt à restituer. Il y a déjà eu dernièrement des restitutions. Je dois dire qu'en 1992, il y a des Maoris qui sont venus en Suisse et ont demandé la restitution de têtes momifiées. Et une était à Genève, l'autre à Bâle. Elles ont été envoyées en Nouvelle-Zélande comme prêt à long terme, qui s'est transformé en restitution en 2014, bien avant que les Français découvrent l'affaire des têtes maoris. Donc la Suisse est un pays qui est assez favorable à ça. Quand on regarde les objets, pas tous les objets ont été volés, hein, ça il faut se le dire, mais une bonne partie a été prise dans des situations de grave asymétrie, de dépossession, de colonisation. Il y a des histoires très chargées derrière ces objets. Moi, je ne considère pas que je suis responsable de ce qui a été fait dans le passé, hein, parce que je n'étais pas là, malgré mon nom, je m'appelle Colombo, donc... Mais je suis responsable de ce que je fais aujourd'hui. Et si aujourd'hui je ne ouvre pas aux communautés qui viennent voir les objets, ça c'est ma faute. Donc cette exposition, et puis bon voilà, le musée soutient aussi cette démarche depuis quelques années qui a été maintenant mis noir sur blanc, d'ouvrir, de reconnecter les objets avec les communautés et puis d'entendre la voix des autres parce que dans cette exposition, vous lirez par exemple, sous les objets, il y a un cartel qui a été rédigé par les conservateurs et qui donne des informations importantes, mais qui ne remplace absolument pas les informations qui sont données par les personnes, au contraire. Hein. Par exemple, je me rappelle que le jour où tu devais venir faire la photo, hein, tu as demandé une vitrine. Hein. Et puis dans la photo, vous voyez Kanyana Mutombo avec la statuette qui est dans une vitrine. Il y a tout le questionnement, oui, restituer, mais qu'est-ce que signifie, dans quelles conditions Puis moi, j'étais très frappée pour une phrase que tu nous avais dit à Jonathan et à moi très très rapidement, c'était que l'aliénation culturelle n'est pas quelque chose simplement des diasporas, mais elle se trouve aussi au pays. Hein. Parce que quand pendant des siècles on vous dit que vos cultures ne sont pas à la hauteur de la culture occidentale, il y a quelque chose qui est détruit, hein, et qui doit se reconstituer. Donc je pense qu'effectivement le musée doit devenir de plus en plus un lieu de dialogue, hein, mais aussi de déconstruction pour comprendre comment certaines fausses idées se sont constituées. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Alors peut-être encore une petite chose, on a invité des femmes aussi de Genève, hein, parce qu'on est partie de la même humanité. Oui, monsieur. Moi j'avais une question, c'est pour rassurer nos